Vous êtes sur CCTV français. Bonjour à tous. À la une de cette édition, les hauts responsables gouvernementaux et dirigeants politiques se sont réunis dans la ville allemande de Munich pour le forum annuel sur la sécurité. Au programme de cette année, le conflit syrien, la crise en Ukraine, la question des réfugiés ainsi que la menace terroriste. Tout un programme. Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a déclaré que le monde avait glissé dans une nouvelle guerre froide. Il a précisé que le conflit syrien ne pouvait pas prendre fin sans coopération entre la Russie et les États-Unis. Il a insisté qu'il n'y avait aucune preuve que les forces russes avaient bombardé des civils en Syrie. La déclaration de Medvedev intervient après que le Premier ministre français Manuel Valls ait affirmé que les bombardements russes de civils devaient cesser. Le secrétaire d'État américain John Kerry a fait savoir lors de cette conférence que la Russie avait frappé des groupes d'opposition légitimes ainsi que des civils lors de sa campagne de bombardement en Syrie, et d'ajouter que davantage de troupes étrangères pourraient entrer en conflit si le dernier plan de paix échouait. Si le régime d'Assad ne se montre pas à la hauteur de ses responsabilités et si les Iraniens et les Russes n'obligent pas Assad à s'en tenir aux promesses faites à la communauté internationale, alors la communauté internationale ne va évidemment pas rester assise comme une idiote à ne rien faire. Il y aura une intensification de l'activité en vue d'accentuer la pression sur eux. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a brandi la menace d'une intervention militaire contre les combattants du parti kurde syrien PYD, qu'Ankara considère comme étant un groupe terroriste. Monsieur Davutoglu a indiqué que la Turquie pourrait prendre, si nécessaire, les mêmes mesures en Syrie que celles prises précédemment en Irak et dans les montagnes Kandil. Il a aussi précisé que la Turquie s'attendait à ce que ses amis et alliés la soutiennent à ce sujet. Dans le même temps, l'armée syrienne continue de progresser contre les combattants soutenus par l'étranger. La télévision d'État syrienne a annoncé que les troupes de l'armée syrienne avaient pris la ville de Tamoura samedi, offrant ainsi une base de surveillance de l'ensemble de la ville rebelle d'Ayan et des parties nord-ouest de la ville d'Adan. La Chambre des représentants américaine a voté à l'unanimité le durcissement des sanctions contre la République populaire démocratique de Corée. Le Congrès soumettra le texte au président Barack Obama. Les législateurs souhaitent que Washington, les Nations Unies et les autres gouvernements tiennent une position claire envers Pyongyang. La nouvelle loi adoptée inclut des sanctions secondaires contre toute personne ou entreprise commerçante avec la RPDC. Les nouvelles sanctions proposent de punir quiconque aidera le régime de Pyongyang dans la prolifération d'armes de destruction massive, dans l'acquisition de matériel de guerre, dans l'importation de produits de luxe, dans le non-respect des droits de l'homme et dans toute activité de cyberterrorisme. Les sanctions prévoient la saisie d'actifs, l'interdiction de visas et le refus de contrats publics américains. La Chine a déclaré qu'elle soutiendrait une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à faire payer à la République populaire démocratique de Corée ce qu'elle qualifie de prix nécessaire en raison du récent lancement d'un missile. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a fait cette déclaration lors d'un entretien avec l'agence de presse Reuters. Wang a aussi indiqué que Beijing exhortait les États-Unis à ne pas déployer leur système de défense antimissile à haute altitude en Corée du Sud, indiquant que cela pouvait également être utilisé pour cibler la Chine. La RPDC sous le coup de sanctions de l'ONU depuis son premier essai nucléaire en 2006. Elle a mené 3 autres essais depuis, dont un le mois dernier. Wang Yi déclare que l'objectif de ces sanctions est de faire revenir Pyongyang à la table des négociations et de freiner son développement nucléaire et de missiles. En prenant de nouvelles mesures et en adoptant une résolution avec de nouvelles et fortes sanctions, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait avoir un objectif clair, qui est de réfréner efficacement les efforts de la RPDC visant à développer la technologie nucléaire et liée aux missiles. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé au Parlement du pays. C'est le premier discours présidentiel de ce type depuis le soulèvement de la place Tahrir il y a 5 ans. Le président el-Sisi a déclaré aux parlementaires unis qu'il avait de l'espoir pour l'avenir de l'Égypte. La capitale, le Caire, est toutefois restée verrouillée une grande partie de la journée. Mesures de sécurité sans précédent dans le centre du Caire. Toutes les voies menant au Parlement ou dans ses environs étaient bloquées.
Les mesures de sécurité étaient si extrêmes que les aires de stationnement et les stations de bus comme celle-ci qui se trouve à 2 km du Parlement ont été interdites de véhicules pour prévenir le moindre risque sécuritaire. C'est la dure réalité de l'Égypte en 2016. Lors de sa prise du pouvoir, le président Abdel Fattah el-Sisi a promis de renforcer la sécurité dans le pays. Mais les risques d'attaques terroristes sont aujourd'hui omniprésentes et les attentats à la bombe sont devenus courants. Mais au sein du Parlement, le président el-Sisi a reçu un accueil chaleureux. La grande majorité des hommes politiques qui y siègent le soutiennent. Il a donc profité de l'occasion pour délivrer un message d'espoir. Les défis auxquels notre nation fait face légitiment les inquiétudes et les peurs qui nous habitent. Mais les réalisations sans précédent qui ont été accomplies avec la volonté des Égyptiens ne peuvent que donner l'espoir et transformer cet espoir en un devoir national. Le président el-Sisi a mis en lumière les projets de développement réalisés depuis le départ de son prédécesseur en 2013. Il s'est engagé à poursuivre le combat contre le terrorisme et à soutenir des solutions politiques dans des pays comme la Libye et la Syrie. Le message de l'Égypte au monde a toujours été un message de paix et d'amour. Nous ferons tout notre possible pour trouver des solutions politiques au conflit en Syrie, à la crise libyenne et à celle qui touche le Yémen. Des solutions politiques également pour obtenir une paix globale et juste afin de résoudre la crise palestinienne qui a été et est encore un problème qui concerne directement le peuple égyptien. Ainsi, c'est depuis l'enceinte de ce Parlement que je renouvelle l'appel de l'Égypte au reste du monde pour unifier les efforts dans la lutte contre le terrorisme qui est devenu la plus grande menace contre l'humanité. Le président el-Sisi a parlé brièvement des événements de janvier 2011 en disant que l'Égypte avait échappé de peu à une conspiration qui aurait mené le pays dans une situation équivalente à celle que connaît la Libye aujourd'hui. Il a appelé les Égyptiens à s'unir pour lutter contre ceux qui pourraient à nouveau déstabiliser le pays. Au Brésil, le ministère de la Santé demande à la population de se joindre à la lutte pour vaincre le virus Zika, lancé par le gouvernement dans tout le pays. Le gouvernement estime que la meilleure façon de freiner la propagation du virus est d'empêcher les moustiques de s'installer dans les résidences des Brésiliens. Plus tôt, la présidente Dilma Rousseff et son cabinet sont descendus dans les rues pour une campagne de sensibilisation d'une journée qui a eu pour but d'atteindre 3 millions de résidences. Dans les jours à venir, les forces armées du Brésil et environ 71 000 militaires dans l'État de Rio de Janeiro essaieront de passer le message. Ils iront dans les domiciles pour distribuer des prospectus avec des informations sur la façon d'éliminer le moustique qui se reproduit dans et autour des maisons. Au total, environ 220 000 membres des forces armées du Brésil seront déployés. Les soldats travailleront avec des employés des services médicaux locaux. Le maire de Rio, Eduardo Paes, a minimisé la menace du virus Zika, disant qu'il s'agit d'une exagération pendant une visite aux installations aquatiques des Jeux olympiques de 2016. C'est un problème pour le Brésil, quelque chose dont nous devons nous occuper. Samedi sera le jour J contre les moustiques, contre Zika, contre la dengue. Nous devons régler la situation, mais nous ne pouvons pas faire de lien avec les Olympiques. Ce n'est pas un sujet olympique. C'est un sujet pour les Brésiliens et pour la ville de Rio de Janeiro. Le bilan humain du tremblement de terre de samedi dernier dans le sud de Taïwan est de 116 morts, dont 114 personnes de Weiguan. Tous les habitants du complexe de Tainan ont été retrouvés et la recherche des survivants va prendre fin. 2 immeubles se dressaient ici, dominant de leur hauteur un voisinage plutôt peu élevé. Une seule des 2 tours demeure debout. Les immeubles qui se trouvaient autrefois dans l'ombre du Weiguan Golden Dragon ont survécu au séisme. Mais des vies ont été brisées, car beaucoup connaissaient des gens dans le complexe. J'ai entendu des cris et je pouvais voir des blessés demander de l'aide de la fenêtre d'un immeuble effondré. C'était comme vivre en enfer. Nous avions toujours peur que cet immeuble ne s'effondre un jour. Nous n'avions pas confiance dans cette construction qui paraissait de pauvre qualité. Tout le voisinage est devenu une zone de catastrophe.
Les autorités ont réquisitionné des boutiques pour qu'elles servent de salles de briefing, de centres pour les médias ou encore de stations de collecte des échantillons d'ADN des familles des victimes à identifier. Des bénévoles et l'armée ou des groupes religieux ou non préparent des repas pour les sauveteurs et les journalistes. J'ai ressenti une grande empathie pour les victimes et je ne pouvais pas rester là sans rien faire. J'ai décidé de venir aider. Les secours et le nettoyage des débris arrivent à leur terme. Mais cette nuit tragique où l'immeuble s'est effondré hantera les habitants du voisinage pendant encore longtemps. C'est si horriblement triste de voir tant de jeunes perdre la vie. Ça me déchire le cœur. Ça me déchire vraiment le cœur. Et Yang se rappellera de cet événement chaque fois qu'elle mettra un pied dehors et verra le ciel, là où la tour Golden Dragon se dressait autrefois. Les pompiers ont éteint un grand feu au port à conteneurs de Lai Chi Kok à Hong Kong. Aucun blessé n'a été signalé, mais un total de 31 véhicules, y compris des voitures privées, des camions et des bus touristiques, ont été détruits ou endommagés. La police enquête sur l'origine de l'incendie, mais suspecte que le feu est d'origine criminelle, comme il a démarré dans de conteneurs remplis de styromousse vendredi à minuit. Plusieurs explosions ont été signalées sur le lieu du crime. Plus d'une centaine de pompiers ont été déployés pour venir à bout de l'incendie qui a duré 2 heures. Cela s'est produit le lendemain d'un autre incendie dans le parc du quartier de Mongkok. De plus, un incident similaire s'est produit jeudi. Les autorités hongkongaises ont inculpé une nouvelle personne pour son implication dans les affrontements qui ont eu lieu dans la nuit de lundi à Mongkok. Le prévenu sera jugé samedi. Au total, 41 personnes ont été inculpées de participation à une émeute. 40 personnes ont été présentées au tribunal, accusées d'avoir participé aux violences qui ont eu lieu à Mongkok. Tous les prévenus, sauf un, ont été accusés d'avoir participé à l'émeute. Le secrétaire à la justice, Rim Kee-yuan, a condamné cette émeute, la décrivant comme un sérieux défi porté au respect de la loi à Hong Kong, et démenti les spéculations concernant le fait que les poursuites judiciaires étaient motivées politiquement. Au cours des 2 dernières années, j'ai vu beaucoup de rapports de personnes reliant les poursuites à la politique. Je tiens à répéter que les poursuites ont été faites sans aucune considération politique. Les violences ont été manifestement illégales. J'espère que les gens arrêteront d'utiliser la politique en tant qu'excuse pour couvrir leurs actions. Les accusés se sont vus accorder une remise en liberté sous caution à condition qu'ils se tiennent éloignés de Mongkok. Ils devront se représenter au tribunal le 7 avril. Le département de la justice a déclaré qu'il travaillerait en étroite collaboration avec la police et qu'il examinerait les preuves avec minutie pour décider si d'autres accusations devront être envisagées. 3 personnes ou plus ont participé à un rassemblement sans la permission de la police et le rassemblement n'était pas pacifique, c'était une émeute. Les contrevenants pourraient se voir condamnés à un maximum de 10 ans d'emprisonnement. L'émeute a démarré sous prétexte de défendre les vendeurs de rue de manière similaire au mouvement qui a eu lieu en Tunisie où un vendeur de rue s'était immolé par le feu, ce qui avait déclenché un mouvement politique. Ces émeutiers voulaient répéter cette expérience et défier le gouvernement hongkongais. Dans la nuit de lundi, des dizaines de manifestants masqués ont attaqué la police avec des briques et des bâtons taillés en pointe. Un officier de police a tiré 2 coups de semonce afin de protéger un collègue à terre. Une enquête de la police a conclu que les tirs avaient été raisonnables et appropriés. Un tribunal a estimé que le policier avait agi en accord avec la loi et qu'il n'avait pas eu d'autre alternative que d'utiliser son arme. Nous espérons que les gens dotés d'un sens de la justice et d'une conscience soutiendront la police et le maintien de la sécurité à Hong Kong et fourniront un environnement stable et prospère. De nombreux groupes sociaux ont lancé des activités pour soutenir la police. La situation demeure tendue à Mongkok et les habitants espèrent que le gouvernement traduira les émeutiers devant la justice le plus tôt possible. Les députés des 2 camps politiques condamnent à l'unisson les violences. La plupart des habitants déclarent soutenir la police et les agences de maintien de l'ordre. Le gouvernement central a également annoncé soutenir fermement le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong concernant la protection de l'ordre public. La fin de la fête du printemps approche et les derniers voyageurs rentrent dans les grandes villes, mais le froid ne facilite pas les déplacements.
Un retour difficile vers les grandes villes de Chine pour la fin de la semaine de vacances. De fortes chutes de neige ont commencé vendredi en retardant plus de 20 vols et clouant au sol des milliers de gens dans la province du Ningxia. La soudaine baisse des températures, cependant, a favorisé l'accumulation de neige sur les autoroutes avec du verglas et autres. En Mongolie intérieure et à Jilin, le verglas et la neige fondante se sont abattus sur les routes, poussant les autorités à lancer des alertes. Et pour les voyageurs dans l'Est, c'est le brouillard. Dans le Shandong, le voile a été interdit. Et la visibilité sur les autoroutes du Jiangsu est descendue sous les 10 mètres, provoquant la fermeture des grands axes. Des voitures coincées par le brouillard se succèdent sur des kilomètres. Nous allons à Wuxi, l'embouteillage s'étend sur 4 km. Nous attendons depuis déjà une demi-heure. À Guangzhou, plus de 100 000 passagers sont arrivés dans la mégapole vendredi et nombre d'autres sont attendus ce soir. Le retour du pic des transports va durer jusqu'au 21 février. Après cette date seulement, le trafic commencera à diminuer. Selon la météo, l'air froid va provoquer pluie et neige dans le sud de la Chine ces prochains jours. Le département local des transports ferroviaires dit avoir pris des mesures de précaution dans cette perspective. C'est peut-être l'un des quartiers chinois les plus vivants d'Amérique, avec à chaque coin de rue habitants et touristes. Mais alors que les gens célèbrent le nouvel an lunaire, beaucoup espèrent que l'année du singe leur apportera plus d'espace de vie. C'est le plus ancien quartier chinois d'Amérique du Nord et aussi l'un des plus denses. Le quartier chinois de San Francisco borde le très cher quartier des affaires et donc il n'y a pas véritablement de possibilité d'expansion. Les prix de l'immobilier dans le centre-ville de San Francisco font partie des plus élevés du pays. Et comme on le voit avec ce projet d'immeuble de bureaux sur 25 étages, il n'y a nulle part où aller si ce n'est vers le haut. Et donc le quartier financier a au sens propre la possibilité de faire de l'ombre au quartier chinois. Alan Lowe a déclaré qu'il s'agissait là du résultat de 20 ans de travaux, car cet immeuble de bureau va bloquer les rayons du soleil qui n'atteindront pas Chinatown. Et le responsable des parcs, Alan Lowe, nous montre un ouvrage actuel censé faire le plein de soleil. L'extension du parc St. Mary vise à aboutir à un espace de plus de 550 mètres carrés pour les rassemblements, faire de l'exercice et la relaxation des habitants. Cette extension sera le premier espace ouvert créé à Chinatown en 30-40 ans. Les espaces ouverts sont très limités à Chinatown. Les habitants du quartier vivent dans des conditions d'encombrement total. Ce que nous avons pour acquis, c'est-à-dire un salon, une salle à manger, tout cela n'existe tout simplement pas pour les habitants du quartier chinois. Cette extension est l'un des 5 projets d'espace ouvert qui se déroulent à Chinatown à l'heure actuelle. Et cela inclut une nouvelle station de métro ainsi qu'une place et une zone ouverte face à l'hôpital chinois, le lieu de naissance de Bruce Lee. D'autres projets majeurs sont à l'étude pour la place de Portsmouth, la zone la plus utilisée de San Francisco et de Chinatown. La directrice adjointe du centre de développement communautaire de Chinatown, Cindy Wu, a déclaré que cette extension des espaces ouverts était le résultat direct du dur travail de la communauté. Je pense que nous nous trouvons dans le quartier doré des espaces ouverts de Chinatown. C'est vraiment car un certain nombre de choses arrivent en même temps. Pour les 20 ou 30 prochaines années, le processus a pris 10 ans. Désormais, les choses sont en construction au sol et tout sera réalisé au cours des 3 à 5 prochaines années. La transformation des célèbres artères comme celle-ci se déroule aussi cette année. L'année du singe sera des plus intenses, mais aussi celle qui apportera un trésor pour les futures générations, permettant aux citoyens de mieux respirer. Les 49 jeunes filles américaines qui ont pris part à la danse des fleurs de jasmin durant le gala de la fête du printemps sont désormais de retour chez elles à Atlanta. C'était un véritable honneur pour ces danseuses que de se produire à la télévision chinoise dans ce grand spectacle qui vient illuminer le réveillon de milliards de personnes dans le monde, et ce depuis les années 80. Leilani Tien est très disciplinée pour son âge. Quand elle ne danse pas, elle étudie. Usually when I'm reading my AP US history book, I'm stretching or doing something like that. La semaine dernière, Leilani et ses comparses de l'Académie Morningstar d'Atlanta ont investi la grande et prestigieuse scène du gala de la fête du printemps de CCTV. C'était une première pour cet événement qui est regardé par des milliards de personnes dans le monde.
Of course, there's a lot of stress, but we find Comment pourrait-on ne pas être stressé? Mais nous sommes ensemble et nous avons une super relation d'équipe. and that it's not just for yourself, it's for the entire team. We're always emphasizing the team. Les filles ont passé 2 semaines à Beijing à se préparer. Leurs parents étaient avec elles, comme la mère de Abby Pan. Je sais que ma mère n'est pas une mère tigresse typique. Elle me laisse faire beaucoup de choses et je voudrais saisir cette occasion pour la remercier de tout ce qu'elle a fait. Les parents se souviennent, pour nombre d'entre eux, avoir regardé le merveilleux gala dans leur enfance. Au début, on n'arrive vraiment pas à y croire. Maintenant, ma fille peut y aller. C'est une super occasion d'aller visiter la Chine pour elle. Rémi Gouin, 11 ans, sort du lot avec sa chevelure blonde. Elle dit que tout le monde veut la prendre en photo en Chine avec ses cheveux jaunes, comme on dit ici. Ça ne la dérange pas, au contraire, elle semble même apprécier l'expérience. J'aime les villes et les lumières et les feux d'artifice. Tout est trop cool. Les immeubles sont super hauts et très jolis. Tout le monde a l'air gentil. Les filles ont reçu un accueil triomphal. La vidéo de leur performance a été vue des milliards de fois en Chine et à l'étranger. Un accueil formidable de la part des Chinois. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.